Le football, on nous le présente souvent comme une diplomatie parallèle, une manière élégante d'exister sur la scène internationale, sans char ni discours officiel. Du soft power, dit-on. Une influence qui passe par la beauté du jeu, par l'organisation, par l'image renvoyée au monde. Et pour le Maroc, cette compétition devait être l'apothéose de cette stratégie, le point culminant d'un récit longuement construit, une vitrine éclatante, une démonstration de maîtrise, une promesse tenue. La promesse, justement, était immense. Celle d'un pays moderne, organisé, capable d'accueillir l'Afrique avec grandeur. Celle d'une nation qui gagne, qui rayonne, qui montre l'exemple. On nous annonçait un tournoi parfait, fluide, spectaculaire. Une fête continentale, une consécration. Et puis la réalité est arrivée. Brutale, froide, incontrôlable. Des terrains transformés en marécages, des pelouses censées être des joyaux devenus impraticables, des stades flambant neufs ou récemment rénovés qui n'ont pas résisté à quelques heures de pluie, des tribunes vides, silencieuses, presque gênantes à l'écran, des images qui ont fait le tour du continent et bien au-delà. Alors la question s'impose, violente, incontournable. Comment un projet d'image aussi stratégique a-t-il pu s'échouer de manière aussi spectaculaire ? Ce n'est pas seulement une histoire de météo, ce serait trop facile. En géopolitique comme en communication, un échec de cette ampleur n'est jamais purement technique. Ce n'est pas un problème de drainage ou de calendrier, c'est quelque chose de beaucoup plus profond, c'est la chute d'un récit. Ce qui s'est effondré sous la pluie, ce n'est pas seulement du gazon, c'est une narration nationale soigneusement construite, un château de cartes que le premier stress test a suffi à faire tomber. Et pour comprendre l'ampleur de cette chute, il faut revenir à l'histoire que le Maroc voulait raconter au monde à travers cette compétition. Ce récit reposait sur 3 piliers très clairs. Le premier, c'était celui du Maroc comme îlot de stabilité et de modernité dans une région souvent décrite comme instable, l'exception marocaine. Un État organisé, prévisible, fiable. Le deuxième pilier, c'était l'ambition continentale. Le Maroc comme puissance africaine, comme hub régional, comme porte d'entrée et de sortie du continent. Celui qui accueille, qui fédère, qui parle au nom de l'Afrique. Et le troisième pilier, plus implicite mais tout aussi central, c'était la comparaison permanente avec le voisin algérien. Cette compétition devait être la preuve ultime d'une supériorité organisationnelle, symbolique, presque civilisationnelle. Cette CAN devait être la synthèse parfaite de ces 3 axes. Et la première pluie a tout balayé, littéralement. Ce qui a cédé en premier, c'est le décalage entre la vitrine et l'arrière-boutique, les infrastructures. Et c'est là que le choc a été le plus violent. Parce que ces stades n'étaient pas anciens. Certains avaient été rénovés à coût de centaines de millions. Ils devaient être irréprochables. Voir ces pelouses se transformer en champs boueux, c'était plus qu'un incident. C'était une humiliation symbolique. Un État moderne est jugé sur sa capacité à livrer. Un pont, un hôpital, un stade, ce sont des promesses concrètes. Quand un stade échoue aussi visiblement, ce n'est pas seulement l'événement qui est discrédité, c'est la parole de l'État. Si vous ne pouvez pas garantir un terrain jouable pour un match de football, comment prétendre gérer des projets continentaux beaucoup plus complexes ? Mais la boue n'était qu'une partie du problème, peut-être même pas la plus grave. L'image la plus destructrice, c'était celle des tribunes vides, des stades à moitié déserts lors de matchs censés être une fête africaine. Et là, on entre dans une faille bien plus profonde, une faille sociale. Les prix des billets étaient totalement déconnectés de la réalité économique du pays. 300, 400 dirhams pour un match. Quand le salaire minimum tourne autour de 3000 dirhams par mois, le calcul est rapide. Pour une famille, assister à un seul match devenait un luxe inaccessible. C'est un choix politique clair, organiser un événement populaire en excluant le peuple. Le paradoxe est cruel. Le sport censé rassembler devient un spectacle réservé à une élite et à quelques touristes. Les sièges vides ne sont plus un accident, ils deviennent un symbole. L'eau finit par s'évacuer. Le vide, lui, reste. Et il parle. Se pose alors une question stratégique majeure. Sur qui comptait-on pour remplir ces stades ? Certainement pas sur des masses de supporters africains venus de l'étranger. C'est la troisième faille. Une erreur d'analyse fondamentale.
Le modèle projeté était celui d'une Coupe du Monde européenne, avec des flux de supporters aisés, mobiles, organisés. Mais cette projection ignore la réalité du continent africain, les coûts de déplacement, les visas, les contraintes économiques. Résultat, une fête africaine sans public africain, une coquille vide. Pendant ce temps, de l'autre côté de la frontière, à Alger, ces images n'ont pas été ignorées. La télévision publique algérienne a diffusé un long reportage, officiellement journalistique. En réalité, un cas d'école de contre-récit stratégique. Le montage était implacable. On alternait les vidéos promotionnelles marocaines, les promesses d'un tournoi parfait, avec la réalité brute des stades vides et des terrains impraticables. Musique dramatique, contrastes appuyés. Mais le véritable coup de génie résidait ailleurs. Les journalistes algériens ont tendu le micro à des citoyens marocains, des supporters frustrés, en colère contre les prix, contre l'organisation. Le message devenait alors impossible à contester. Ce ne sont pas les Algériens qui critiquent, ce sont les Marocains eux-mêmes. La crédibilité du récit officiel s'effondre, on sort complètement du football. Le débat se déplace vers la gouvernance, la fracture sociale, le décalage entre discours et réalité. La bataille de la perception est perdue. Un stade n'est jamais qu'un stade. C'est un test de capacité, un test de vérité. Quand l'infrastructure échoue, c'est la promesse politique qui se fissure. Ce qui était peut-être murmuré en interne devient visible à l'international. Le roi est nu. La vieille stratégie du pain et des jeux a échoué pour une raison simple. Le cirque était trop cher. Le spectacle ne fonctionne comme exutoire que si le peuple peut y participer. Si la fête se déroule derrière des barrières économiques, elle ne rassemble pas. Elle irrite. Chaque siège vide devient un rappel des inégalités. Le spectacle censé apaiser devient un symbole d'exclusion. Et pour l'ambition de leadership continental, le retour a été désastreux. Journalistes et supporters venus d'autres pays africains ont évoqué un accueil froid, distant, parfois condescendant. Un sentiment de ne pas être vraiment les bienvenus. Un comble pour un pays qui fonde sa diplomatie sur son africanité. Le leadership ne se proclame pas. Il se construit sur l'hospitalité, le respect, la capacité à accueillir sans arrogance. On ne devient pas leader en regardant les autres de haut. Cette CAN a laissé des cicatrices diplomatiques et symboliques profondes. Au final, on est très loin d'un simple raté sportif. C'est une crise politique et communicationnelle majeure. Un cas d'école, échec du soft power, perte de contrôle du récit, victoire éclatante du contre-récit et une leçon universelle. Le sport peut se retourner avec une violence extrême contre le pouvoir qui croit pouvoir l'instrumentaliser sans en maîtriser toutes les conséquences. La réalité a toujours le dernier mot et l'image qui restera peut-être le plus longtemps, c'est celle d'un ballon immobile, à moitié englouti dans la boue d'un terrain qui devait être parfait. L'immobilité là où l'on attendait le mouvement. Quand les stades s'enlisent, ce ne sont pas seulement les terrains qui s'effondrent, mais aussi les mensonges.